Eh bien Bruno, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur la chaîne Messangel. Alors vous êtes enseignant en méditation et en réalisation personnelle, écrivain et conférencier. Alors j'en ai déjà dit pas mal. Est-ce que vous pouvez vous présenter encore un petit peu plus? Oui, j'enseigne la méditation depuis 35 ans maintenant. Je commence en 1987. Je pratique la méditation depuis 50 ans à peu près. J'ai eu sur mon parcours l'immense bonheur de rencontrer de nombreux sages de différentes traditions indiennes, occidentales aussi et surtout tibétaines, parce que j'ai fréquenté un lama tibétain du nom de Shimedzi Rinpoche pendant 15 ans, qui a été ma principale source d'inspiration, que j'ai eu le bonheur de fréquenter en privé. Et puis les circonstances m'ont amené à transmettre à mon tour. Au départ, je n'étais pas partie prenante, je ne voulais pas transmettre, mais les circonstances ont fait que je me suis retrouvé avec des personnes qui m'ont envoyé des personnes, et malgré moi, je me suis retrouvé avec un cabinet. Donc j'ai exercé d'abord en cabinet pendant 20 ans, j'ai été aussi consultant à France 3 pendant une année, j'ai été consultant pour différents centres hospitaliers de la région de Strasbourg. Je travaillais pour pas mal d'entreprises, puis surtout pour un très très large public. Et puis ensuite, j'ai proposé ces formations sur Internet en 2007, en préservant la partie événementielle à travers les stages. Donc voilà pour le parcours. Bon, j'ai tout un parcours personnel qui a fait que je me suis très rapidement posé des questions. C'est pour ça que très jeune, j'ai commencé la méditation. C'était plus pour répondre à des questions personnelles. Pourquoi on souffre? Est-ce que le bonheur est vraiment possible? Puis ce sont des questions qui ne m'ont jamais quitté. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, ce que je raconte dans mon tout premier livre, il y a mon oncle, j'avais 13 ans, qui m'avait demandé qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Et je lui dis, moi je veux être heureux. Puis il m'a dit, mais c'est pas un métier ça. Je lui ai dit, ça peut me faire d'avoir un métier si je suis pas heureux. Et voilà, donc ça a été. Alors j'ai exercé pendant quelques temps en entreprise. J'ai travaillé pendant 3 ans en entreprise. Puis après, les circonstances ont fait que bon, j'ai un parcours un petit peu particulier, un petit peu atypique, parce que je me suis retrouvé SDF. Puis après, j'ai eu la chance de rencontrer une troupe d'artistes qui m'ont appris à faire du théâtre de rue. Et c'est comme ça que je suis formé à la psychologie. J'ai fait une formation en psychologie. Et puis après, bon, j'ai continué, parce que j'étais toujours très attaché à la pratique de la méditation. Et après, j'ai approfondi à la suite de toutes ces rencontres que j'ai faites avec ces sages. Sacré parcours. Ce qu'on lit très très souvent sur vos conférences, entre autres, vous aidez les autres à trouver du sens dans leur propre vie. Chez Messangel, c'est vrai qu'on aborde tous les sujets liés au deuil, à la mort, à l'accompagnement de la fin de la vie. Alors nous, c'est vrai que moi j'aime bien dire la fin de la vie et pas forcément fin de vie qui est connotée plutôt sur quelque chose de médical, alors que la fin de la vie, qu'on soit en forme ou non, on y va tous. Comment trouver du sens dans la mort, qu'il s'agisse de la sienne ou celle d'un proche, quand on a votre approche? Alors d'abord, parce que quand, en fréquentant les bouddhistes, il y a un enseignement qui a été pour moi extrêmement puissant et percutant. Ils disent, on a 2 certitudes. La première, c'est qu'on va mourir, on n'y échappe pas. Et la deuxième, c'est l'incertitude du moment de la mort. On ne sait pas à quel moment on va mourir. Et donc, ils invitent à cette méditation. Et c'est vrai que la plupart des gens ne veulent pas en entendre parler. Parce que justement, on parle d'une fin de vie, de la fin de quelque chose. Et on ne sait pas trop ce qu'il y a derrière. Alors que pour ces sages, c'est la fin d'un processus et non pas la fin de la vie. Et donc, quand on médite, on arrive à accepter, alors ça demande du temps, ça demande des années bien sûr, toute cette préparation à la mort, mais ce qui est fabuleux, c'est que quand on se prépare à la mort, quand on accepte cette certitude qu'on va mourir, ça donne plus d'intensité à la vie, plus de profondeur, parce que notre vie n'est plus gouvernée par la peur de la mort. Et l'autre aspect de la méditation, donc sur le fait de ne pas savoir à quel moment on va mourir, ça donne ce caractère d'urgence, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de temps à perdre, c'est maintenant qu'il faut vivre. Pas dans le sens de courir après la satisfaction de tous nos désirs, mais de ne pas perdre une miette de ce qu'on vit, de savourer vraiment profondément l'instant. Le Dalai Lama d'ailleurs disait toujours, si vous inquiétez pour votre mort, ne vous inquiétez pas, vous mourrez avec succès. Puis bon, souvent il éclate de rire quand il dit ça, parce que c'est vrai qu'en Occident, on est très effrayé dès qu'on parle de la mort, c'est quelque chose avec lequel on n'est pas du tout à l'aise. Dans la démarche que j'enseigne, pour moi c'est
vraiment important d'aborder ce sujet dès le départ pour que les gens se préparent et tous ceux qui jouent le jeu se rendent compte que loin de... ça n'a rien de morbide, mais qu'au contraire, ça donne vraiment une intensité à leur vie. Ça les aide à pas perdre de temps, à plus se perdre dans des peccadilles aussi, parce que souvent on s'arrête sur des détails et dès qu'on prend conscience qu'on va mourir, on va se dire je ne vais pas perdre mon temps avec ça. Il y a des choses vraiment plus essentielles dans la vie. Ça les aide à trier leurs priorités finalement. On est complètement en phase avec ça. Moi, j'ai le sentiment que quand on médite, alors c'est un peu moins que vous dans la durée, mais quand même quelques années de pratique, quelques dizaines, j'ai le sentiment que sans s'en rendre compte, on progresse. Plus on médite et plus on va loin sur son intériorité, sur ses réflexions. Donc j'ai vraiment le sentiment qu'à un moment donné, c'est qu'on arrive à un certain stade, mais où il est difficile quelquefois de parler avec ceux qui n'ont jamais fait de la méditation. Donc j'ai vraiment le sentiment qu'il y a une espèce d'apprentissage avec des escaliers pour arriver à un niveau plutôt élevé de conscience. Pour vous, ce serait quoi le premier niveau pour se mettre à méditer, peut-être envisager la fin de la vie avec sérénité? Ce serait quoi la première chose à faire, la première marche de réflexion finalement? Par rapport à la méditation, je vois depuis toutes ces années où j'enseigne, première chose dont il faut se rendre compte, on ne peut répondre qu'à une question qui a été posée, dans le sens où on ne peut pas aider une personne qui n'est pas en demande. Ça, c'est vraiment le premier aspect, parce que la personne ne sera pas disponible pour écouter. Ensuite, ça va complètement dépendre de la personne. J'ai presque envie de dire, c'est presque à la carte dans le sens où qu'est-ce que la personne est prête à entendre. À quel niveau, on pourrait dire, c'est un peu de jauger le niveau de conscience. Parce que moi-même, quand je transmets, par exemple, quand je suis avec un groupe en stage, il y a des groupes qui sont très ouverts. Tout de suite, on peut parler de la mort. On peut rentrer tout de suite dans le vif du sujet. On peut vraiment l'aborder et les gens entendent, même si ça les secoue un peu parce que ça remet en question beaucoup de choses dans leur vie, mais ils l'acceptent. Il y a d'autres personnes, on sent qu'elles ne sont pas du tout prêtes. Alors, on va faire un peu avec ce qu'on a avec la personne, en fonction de son niveau de disponibilité. Je ne vais pas parler de la même chose à une personne qui vient de perdre quelqu'un et qui est en grande souffrance à ce moment-là. Je pense qu'elle n'est pas du tout réceptive pour écouter. Donc là, c'est plutôt accompagner le vivant et de l'aider à bien vivre son deuil. Et là, c'est pareil, je serais incapable de donner une recette parce qu'il n'y en a pas vraiment. C'est vraiment, je pense que ça dépend complètement des circonstances, de l'auditoire, de la personne avec qui on est. Parce que le sujet est tellement, surtout dans les cultures, le sujet est vraiment sensible. Parfois, moi j'ai donné des conférences, je sentais que le public, ça risquait presque de choquer. Donc ça dépend, on va adapter en fonction du public qu'on a. Oui, il y a une espèce de prérequis avant d'aller vers oui. certains sujets. Il y a des choses qu'on peut parfaitement aborder, parce que là, je sors d'un stage où on a clairement abordé la notion de la mort, et on l'a abordé vraiment très franchement, sans tabou aucun, et les gens étaient tous partie prenante, parce que pour eux, ça avait vraiment un sens. Ils disaient, oui, nous, on a besoin maintenant... on n'a plus envie de se raconter des histoires. La mort fait partie de la vie, donc si maintenant on peut l'accepter, que ça peut donner de la profondeur à notre vie, eh bien allons-y, quoi. Vous pensez que c'est un problème occidental ou franco-français, ce manque? Je sais qu'il y a des pays, par exemple en Belgique, en Suisse, où on est déjà un peu plus avancé oui. sur ces sujets-là. Qu'est-ce qui fait qu'en France, notamment, on est un petit peu frileux sur le sujet? Alors là, moi, j'ai pas la réponse. C'est très curieux. Ça faudrait voir un peu l'histoire de la France, comment elle a évolué, pourquoi elle en est arrivée à ce point de tout refouler, parce que c'est vrai que les Français, même de manière générale, c'est même pas seulement par rapport à la peur, mais il y a vraiment une peur de souffrir, ce qui fait que ça nous entraîne vers des comportements assez surprenants, et la mort est quelque chose de très difficile à aborder. Encore que bon, dans les stages, comme les gens souvent ont déjà suivi mes cours ou m'ont déjà vu en conférence, donc je pense qu'il y a déjà un certain degré d'ouverture, mais de manière générale, on sent bien que le sujet est quand même relativement sensible et relativement tabou. C'est vrai que si je me mets à dire on est tous en train de mourir, et puis j'éclate de rire, je suis pas sûr que tout le monde va avoir envie de rire. Alors vous avez dit en 2017, vous avez écrit « Quand la vague réalise quel est l'océan », donc un ouvrage de 2017 que j'invite tout le monde à lire ou relire. Alors moi, c'est vraiment qu'une métaphore que j'adore, qui m'a vraiment aidé énormément dans la compréhension de qui on est, du fait qu'on est fait avec de l'énergie. Plus on médite, plus on commence à concevoir que tout l'univers qui nous entoure est de l'énergie, et que finalement, le temps qu'on est vivant, on est dans cet océan d'énergie qu'une vague qui naît, qui vit sa vie, puis qui meurt et qui retourne à l'océan. Et je trouve ça vraiment très, très apaisant. Je trouve que c'est vraiment quelque chose qui
qui amène une espèce de sérénité et qui rend justement le principe de mort pas quelque chose qui est de l'ordre de la rupture, mais juste de retourner à qu'une espèce, un océan avec de l'énergie. La fin d'un processus, en fait. C'est exactement ça. Mais j'avais entendu ça, c'était un sage indien que j'avais rencontré qui avait donné cette métaphore de la vague et de l'océan. Et c'était aussi pour expliquer que la vague, les vagues ont fondamentalement, intrinsèquement la même nature. C'est que pendant notre vivant, on n'a pas conscience que nous sommes aussi l'océan. Et la méditation, l'objectif de la méditation, c'est d'arriver à combler ce fossé qui est entre l'identité personnelle et ce que nous sommes par nature. Et ce qui fait que plus on va avoir conscience de ça, plus on va pouvoir se défaire. Et la mort ne paraît même plus effrayante, parce que c'est effectivement la fin d'un processus, mais la vie ne s'arrête pas pour autant. Ce que nous sommes par nature ne s'arrête pas pour autant. Alors, ça peut paraître philosophique dans un premier temps, mais quand on creuse la question par la méditation, c'est quelque chose qui devient de plus en plus évident, parce qu'on s'attache à une forme. Je donne souvent l'exemple des nuages et du ciel bleu. C'est comme si par nature, nous sommes le bleu du ciel, mais nous, on s'attache aux nuages que représenterait notre ego, la forme qu'on donne. Et notre attention, notre conscience est fixée sur les nuages. Mais l'objectif, c'est d'amener la personne à se rendre compte qu'elle n'est pas les nuages, que le nuage, c'est que la forme qu'on revêt pendant notre vie, mais de prendre conscience de sa nature. Et alors ça, bon, c'est encore un autre sujet qu'on pourrait refaire une interview là-dessus, parce que bon, moi, c'est tout mon enseignement depuis 35 ans, mais c'est vraiment d'amener, parce que pour arriver à accepter la mort aussi, pour quelqu'un qui n'a pas médité, c'est vrai que la mort peut paraître insupportable. On se dit, mais qu'est-ce qui va se passer après? Qu'est-ce que je vais devenir? Tant que la personne n'a pas conscience, justement, de sa nature, de ce qu'elle est fondamentalement, comme une vague prendrait conscience qu'elle est l'océan, et à ce moment-là, la mort, c'est rien du tout. Elle se dit, mais finalement, c'est pas grave, c'est la fin d'un processus, mais les choses vont continuer. Et toute la démarche consiste, pendant sa vie, justement, à ne pas perdre de temps. Nous, on court après la satisfaction de nos désirs, à réaliser plein de choses, parce qu'on trouve que c'est ce qui est le plus important, on est très attaché à ça. Mais on consacre absolument rien du tout sur la connaissance de soi. Mais si on s'arrêtait un petit peu là-dessus et qu'on prenait le temps de se connaître, de découvrir, c'est intéressant, découvrir, c'est ôter la couverture, de découvrir ce que nous sommes par nature, la mort paraîtrait beaucoup moins effrayante et ce serait beaucoup plus facile à accepter. Moi, juste une petite anecdote, c'est un lama tibétain qui m'avait raconté ça. Il racontait que sa tante était sur le point de mourir, puis son oncle, donc son mari, était là, et puis il dit, bon, bah écoute, moi j'ai au marché, je vais faire les courses. Il dit, bon, je ne sais pas si tu seras encore là quand je reviendrai, mais je suis sûr que tout va bien se passer. Mais pour nous, ça serait inconcevable de regarder les choses de cette façon, mais eux sont tellement à l'aise avec l'idée de mourir que pour eux, bon, il n'y a pas de quoi être effrayé. Et je pense qu'en Occident, quand on arrivera à se dire, bon, bah, c'est rien, on va mourir, c'est la fin, on peut se détendre, il y aura peut-être, effectivement, parce qu'il y a toujours un peu, il y a de l'attachement dans cette vie, mais si on arrive vraiment à avoir conscience, c'est un peu ce que vous dites, quand on prend conscience que tout ça, finalement, c'est de l'énergie. Et la science est en train d'aller dans ce sens. Et c'est là où c'est intéressant. Et c'est là où il faudrait investir notre attention, plutôt que sur la satisfaction de nos désirs, combien je vais gagner à la fin du mois, comment je vais m'acheter la super télé, ou je sais pas quoi. Mais justement, d'investir son temps et son énergie là-dessus, mais les gens réaliseraient qu'ils vivraient 100 fois mieux, parce que leur vie ne serait plus gouvernée par la peur de la mort. Parce que, comme disait un sage indien, toutes les peurs ne sont qu'un écho de cette peur fondamentale de la mort. Donc chaque maladie nous rappelle la mort, chaque deuil, chaque séparation, ce sont autant de petites morts qui nous rappellent la grande mort. Donc, et ce sont autant d'occasions d'ailleurs d'apprendre à se préparer à la mort aussi. De plus en plus, je me détache vraiment de tout ce qui est matériel. Est-ce que vous pensez que c'est pour ça que les gens ont tendance à investir par exemple dans la pierre? Enfin, c'est vrai que c'est vraiment quelque chose qu'on entend. Parce que la pierre, contrairement à nous, elle va durer. Oui. Est-ce que les gens ont le sentiment que parce qu'ils investissent dans la pierre, c'est un peu leur être à eux qui va être prolongé? Est-ce qu'il y a quelque chose de cet ordre-là qui fait qu'on veut absolument avoir ces possessions qui agrandissent un peu notre corps, on va dire? Ça, c'est fort possible. Faudrait leur poser la question. Parce que pour moi, c'est quelque chose qui me paraît, assez extraordinaire. Parce que depuis le temps que je médite, c'est vrai que, bon, j'ai jamais rien possédé.
posséder, parce que j'ai pas la fibre, j'ai pas le sens de la possession. Donc, alors parfois ça m'a joué des tours, mais rien de méchant, parce que je suis encore là et je continue à faire ce que j'aime. Et puis pour moi, l'argent, c'est vraiment un moyen dans cette vie qui peut nous servir à faire justement des belles choses. Et c'est vrai qu'il y a cette curiosité occidentale. D'ailleurs, encore une fois, une autre anecdote, c'était du Djorghi Rinpoché qui était venu, et qui était considéré vraiment comme un grand sage au Tibet. Et il était venu avec sa femme. Il avait été invité en Occident. Il était en Dordogne, et puis ils étaient en voiture avec sa femme. Puis sa femme lui dit: ah, mais t'as vu, ils ont des magnifiques demeures pour leurs dépouilles mortelles. Et puis du Djorghi Rinpoché, il rigole aussi, mais t'as pas vu les maisons qu'ils ont pour leurs dépouilles vivantes aussi. Parce qu'il trouvait ça extraordinaire qu'on mette autant d'attention, d'énergie pour sa maison, pour sa voiture, alors que si on investissait encore une fois cette énergie pour découvrir ce que nous sommes et le révéler, mais tout ça ne nous effraierait plus. Il disait, c'est comme ça ne vous viendrait pas à l'idée de changer la tapisserie de votre chambre d'hôtel parce que vous savez que vous faites qu'un passage. Non, pour eux, c'est pour ça que ça paraît un petit peu curieux, l'approche occidentale qui est quand même très très matérialiste. Est-ce que pour vous, par rapport à toutes les personnes que vous accompagnez, vous observez que les gens ont plus peur de leur propre mort ou de la mort d'un proche? En fait, il y a beaucoup de personnes qui disent qu'ils ont très peur de la mort des autres. Mais je leur dis, il y a quelque chose qui est pas clair. Parce qu'ils disent, bon, pour moi, mourir, ça me fait pas peur. Je dis, bon, attendons d'y arriver. Parce que souvent, on sait très bien qu'entre l'idée qu'on se fait de la mort et au moment où ça arrive, il y a beaucoup de choses. Mais je leur dis, si vous êtes à l'aise avec la mort, vous êtes à l'aise avec toutes les morts. Que ce soit la mort de vos proches, que ce soit votre propre mort. Moi, personnellement, j'ai accompagné ma mère au moment où elle est décédée, et ça a été un moment extraordinaire, ça a été même un moment magique. Il s'est passé des choses absolument fantastiques. C'est vrai que quand on arrive vraiment à se libérer de ses peurs, de son anxiété, mais vivre la mort avec l'autre est vraiment un moment assez extraordinaire. Il y a vraiment, à ce moment-là, il y a des choses qui se passent qui sont totalement inexplicables. Il y a vraiment une intensité assez hors norme et qui est très interpellante aussi. Mais j'étais tout à fait à l'aise, pourtant j'étais encore jeune, j'avais 29 ans quand ma mère est décédée, mais je voyais, bon, je sentais qu'elle s'accrochait encore, je lui dis, c'est bon, non, tu peux partir, tout va bien, et juste à ce moment-là, elle est partie, et ça a été extraordinaire. Mais mes frères et sœurs, eux, sont complètement effondrés, parce qu'ils n'ont pas du tout cette démarche, parce qu'ils ont vécu ce moment comme une perte. Ils avaient vraiment le sentiment d'avoir perdu quelque chose. Moi, le lien était resté, je disais, mais le lien, il est toujours là, il disparaît pas parce que l'autre s'en va. Et c'est assez étonnant, parce que dans notre culture, on dit toujours, j'ai perdu quelqu'un, et on a l'impression que comme s'ils avaient perdu le lien, alors que parfois, on rencontre des personnes qui disent, mais moi, la personne est toujours là. Je la sens toujours là. Il y a toujours je sens cette présence parce qu'il y a un lien privilégié qui s'est installé. Tout dépend du rapport, encore une fois, qu'on a avec la mort. On avait d'ailleurs pendant le stage une personne qui racontait une personne qui préparait elle-même sa propre mort. Donc elle était tout à fait à l'aise, qui disait, bon, bah, vous me ferez ça. Elle a 90 ans. Et elle était en train de préparer parce qu'elle savait que pour elle, c'était imminent, qu'elle allait certainement pas tarder à partir. Donc elle était en train de tout préparer, mais dans une totale sérénité. Est-ce que le fait que vous soyez très à l'aise avec votre maman, j'imagine que ça lui a permis de partir beaucoup plus sereine et apaisée, quoi. Et je pense que l'entourage, c'est très important. Et à mon avis, là où il y aurait quelque chose à faire, c'est quand il y a un deuil qui se prépare ou qui est arrivé, c'est vraiment accompagner la famille, de les aider. Surtout quand une personne est en train de partir, on sait que c'est imminent. Là, je pense qu'il faut vraiment accompagner les vivants, les aider à vivre ça dans la sérénité et essayer de trouver. Alors c'est pas facile parce que là encore une fois, il n'y a pas de réponse toute faite. Il faut voir comment les gens sont ouverts, disponibles, prêts à vous entendre ou pas. Je pense qu'il n'y a pas de règle à ce moment-là. Mais je pense que l'accompagnateur, de toute façon, celui qui accompagne, à mon avis, c'est quelqu'un qui a certainement longuement médité sur la mort pour lui-même. Pour pouvoir accompagner, parce que je ne vois pas comment on peut faire pour aider les autres à être à l'aise avec un sujet quel qu'il soit, que ce soit la mort ou autre chose. Il faut soi-même vraiment être à l'aise, complètement à l'aise avec le sujet. Moi, aujourd'hui, je parle très aisément de la mort. Je ne suis pas sûr que j'aurais pu faire ça quand j'ai commencé à enseigner, parce que c'était encore... ouais. Même avec ma mère, je l'ai accompagnée. Bon, après, j'ai eu un grand moment de tristesse, parce que je savais que je n'allais plus la revoir, je l'ai parfaitement assumé. C'est très bien vécu, mais je vois tout le cheminement
qui fait, parce que c'est, comme disent les bouddhistes, se préparer à la mort, c'est un processus de familiarisation. On se familiarise avec l'idée de mourir jusqu'à ce qu'on arrive à l'accepter. En fait, on fait son propre deuil dans sa propre vie. Et on accepte, on se dit, bon, bah voilà, un jour je vais partir. Mais en même temps, comme disait Shimon Rinpoche, c'est pas si facile que ça de mourir. Ça se fait pas non plus, ça se prend pas à la légère. C'est pas, même si on voit quelqu'un, enfin, moi j'arrive à en rire, mais c'est parce qu'il y a eu ce long processus de méditation, de préparation, jusqu'à ce qu'on arrive à complètement accepter sa propre mort. Oui, je suis d'accord. Dans le guide de Messangel, moi j'aime bien, alors je crois que c'est Montaigne qui disait ça, qu'apprendre à mourir c'était compliqué, mais que philosopher c'était apprendre à mourir. Et bah moi, c'est un peu le but de toutes les interviews, de tout ce qu'on propose à nos auditeurs, c'est vraiment de leur ramener une espèce de conscientisation, puis le champ des possibles, parce qu'il y a aussi tout un tas de philosophies intéressantes. Est-ce que ça veut dire que vous conseilleriez à tout à chacun de faire ce travail-là, finalement, pour accompagner sa propre fin de vie, mais même celle de ses proches, quoi? Et moi, je regrette aujourd'hui, dans une culture où la mort est devenue tellement tabou, d'abord, on n'arrive même plus à en parler, on cache les morts. Je trouve ça extraordinaire. Quand je questionne les gens, il y a de moins en moins de monde qui voit un cadavre dans leur vie. Et alors qu'avant, on veillait les morts, on les accompagnait, on était là avec eux. Et donc, ce qui fait qu'on est au fait, on sait que notre vie ne va pas durer. Donc, ça nous aide déjà en soi à se préparer. Mais là, comment on se prépare si on ne les voit pas? À part les voir à la télé, mais ça reste très abstrait. Et on sait que ce sont des acteurs. Alors que si, au contraire, on préparait même nos enfants, ça peut paraître choquant ce que je dis, mais si on préparait nos enfants en se disant, ben voilà, tu arrives sur Terre, il y a une date limite, c'est-à-dire ça peut durer, ta vie peut durer très longtemps, elle peut être très courte, on n'a pas de certitude là-dessus, mais je pense que d'amener tout de suite cette conscience de la mort, loin de nous déprimer, au contraire, ça donne un sens profond à la vie, et on arrive, ce qu'on disait au début de cette interview, ça nous amène à nous dire, mais il n'y a pas de temps à perdre, c'est maintenant qu'il faut vivre. Et ce qui fait qu'on va tout de suite, plutôt que de se perdre inutilement dans des peccadilles, dans des choses qui n'en valent pas la peine, qui de toute façon, au final, ne nous apporteront pas de bonheur, parce qu'on va aller dans des impasses, on va beaucoup plus vite à l'essentiel. Et c'est vrai que moi-même, au début, quand j'ai démarré, parce que j'ai démarré très jeune la méditation, puis à une période où la méditation, même la méditation, c'était tabou, on n'en parlait même pas. Et c'était très difficile parce que j'avais de plus en plus conscience qu'il y avait quelque chose qui nous échappait, mais j'étais dans une société qui n'aborde pas du tout le sujet. Donc j'avoue que je me sentais un peu seul. Et quand j'ai rencontré tous ces sages, pour moi, ça a été un soulagement extraordinaire, parce que ça confirmait que bon, j'étais pas complètement fou, et que ce que je ressentais, ou ce que je vivais de tout ce que j'avais pu expérimenter à travers la méditation, parce que ça ouvre la conscience, ça amène à prendre conscience de plein de choses dont on ne peut pas avoir conscience en état ordinaire. Mais ça change complètement la perception qu'on a de l'existence. Et exactement, pour reprendre l'image des nuages et du ciel, si on commence à voir le ciel, mais là, alors qu'on s'attachait jusque-là aux nuages, mais on se rend compte qu'il y a un champ immense de possibilités. Je suis tellement d'accord avec ça. Alors oui, moi, à force de travailler sur ce sujet, je m'aperçois évidemment qu'il est difficile de parler de la mort. La réflexion que je pouvais me faire, c'était ce qui est difficile pour les gens, et c'est bien normal, et moi le premier, c'est que c'est difficile de conceptualiser le rien, en fait. Et du coup, on a souvent tendance à imaginer que la mort, c'est juste l'absence de vie. Et on se retrouve face à quelque chose qui n'est pas non plus simple, c'est qu'est-ce que la vie finalement? Et comme on a tous une définition de la vie qui est très variée, qu'on a du mal à définir l'absence de vie parce qu'on n'a pas tous le même regard sur la vie. Est-ce que c'est pas un concept, mais est-ce que la façon de le présenter, c'est quelque chose qui vous parle, le fait que la mort, c'est l'absence de vie? Ah non, pour moi, c'est tout le contraire. C'est révéler la vie dans ce qu'elle a de plus essentiel et de plus authentique. C'est juste la forme qui varie, qui change. Mais là, c'est pareil. Justement, vous parlez, quand vous dites chacun a sa vision de la vie ou de la mort, mais il y a des points sur lesquels, ce qu'on appelle les fondamentaux, qui sont irréfutables. Par exemple, l'impermanence. On sait que ça, c'est ce qu'on appelle une vérité absolue. C'est-à-dire qu'on sait que tout change, tout se transforme. Et chacun peut le vérifier par lui-même. L'interdépendance, c'est pareil, qui implique d'ailleurs, l'impermanence n'existerait pas s'il n'y avait pas l'interdépendance, puisque les phénomènes s'influencent en permanence. La vacuité, qui est développée par les bouddhistes, en fait, qui n'est rien d'autre que de prendre conscience qu'un phénomène ne peut pas exister par lui-même. C'est
pour ça qu'il parle du vide, mais il est vide d'existence propre, c'est-à-dire comme un nuage qui apparaît dans le ciel. Le nuage n'a pas d'identité solide, parce qu'il est le résultat d'un grand nombre de causes et de conditions. Autrement dit, il est une émanation de toutes ces causes et ces conditions. Et quand on commence à méditer là-dessus, c'est très puissant parce qu'on ramène ça à nous, à notre corps, à nos processus psychiques aussi. On voit qu'une pensée, elle ne dure pas, elle ne reste pas dans le champ de conscience. Et pourtant, nous, on est toujours là. Une émotion, elle change sans arrêt aussi, elle varie constamment. Toute notre vie, on a été brassé par toutes sortes d'émotions, mais on sent bien qu'en arrière-plan, il y a quelque chose qui demeure. Si tant est qu'on se pose un peu la question. Et là, on arrive à cette question fondamentale, mais qui suis-je? Puisque tout varie. Mes pensées changent, mon corps change, mes émotions changent, tout change. Et là, on arrive à cette question fondamentale, mais au-delà de tout cela, puisque tout change, et qu'un jour, je vais vivre la grande impermanence, puisque je vais mourir, enfin, en tout cas, il y a quelque chose de moi qui va mourir, mais justement, qu'est-ce qui reste en arrière-plan? Qu'est-ce qui est capable? Qu'est-ce qui perçoit ce changement? Et là, on arrive à cette interrogation plus profonde, et là, on arrive, justement, c'est une grande question, qui suis-je, à laquelle on ne peut pas donner de réponse intellectuelle, on n'est plus dans l'ordre de la définition, c'est une expérience à vivre. C'est vrai qu'on ne s'en rend pas compte, mais même notre corps, en permanence, toutes les cellules de notre corps changent, donc on est vraiment dans cette... Tous les 7 ans, on ne s'en rend pas compte, mais qu'on a changé toutes nos cellules, en effet, tous les 7 ans. Quoi. Ouais. Il n'y a plus un seul de nos atomes qui est présent en 7 ans. Mais c'est difficile pour les gens d'imaginer ça. C'est vrai qu'on a toujours le sentiment d'être quelque chose d'immuable, de complet, alors qu'en effet... on est bien obligé de se rendre compte qu'on n'a pas le même corps depuis notre naissance. Hein, et puis surtout quand on vieillit. Oui. Là, on se dit, effectivement, là, il y a quelque chose... que ça bouge. Est-ce qu'il y a justement... Alors, c'est vrai qu'il y a deux grands schémas de pensée. On va dire, il y a les gens qui pensent que leur pensée est directement liée à leur corps, et une grande partie de la population qui pense que la pensée ou l'âme, enfin qu'on l'appelle comme on veut, est complètement décorrélée du corps physique. J'ai quand même le sentiment que les gens ont beaucoup moins peur de la mort quand, évidemment, ils estiment que la pensée peut vivre hors du corps que les autres, quoi. Qu'est-ce qu'on pourrait dire aux gens qui pensent que la pensée est directement liée à leur corps pour faire évoluer leur pensée, parce que j'imagine que ça, c'est très anxiogène, quoi. Alors, il y a encore une distinction à faire entre la conscience et la pensée. La pensée, c'est une chose. C'était Descartes qui disait « je pense donc je suis ». Mais à mon avis, il a peut-être commis une erreur, parce que je ne suis plus si je pense plus. Parce qu'il nous arrive tous à un moment, je ne sais pas, suite, on a été abasourdi, il n'y a plus de pensée. Pendant un moment, on est sans pensée. Dans un calme très très profond, on peut avoir momentanément un vide de pensée. Est-ce que je ne suis plus à ce moment-là? Si, mais on peut voir, et ça c'est un point qui est fondamental, une pensée apparaît, puis ensuite elle va disparaître si on prend la peine de regarder, et avant qu'une autre pensée apparaisse, on peut voir, nous, cela qui est conscient en nous, si je peux dire comme ça, est-ce qu'il a disparu pour autant avec la pensée? Non, il est toujours là. Et c'est là on arrive à ce point fondamental, mais puisque je ne suis pas mes pensées, puisque les pensées changent, varient sans arrêt, et puis je vois bien, ma façon de penser a bien énormément changé depuis que je suis petit. Elle évolue tout le temps. On a une façon très différente de penser quand on a 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans. Si tant est qu'en plus on est dans un processus évolutif de remise en question, là on voit que notre façon de penser a complètement changé. Donc on arrive même à un point où on ne peut même pas s'identifier à la pensée. Donc là on arrive vraiment à cette question cruciale et fondamentale, mais qui suis-je justement? Et c'est là où ça commence, on se dit, est-ce qu'on ne serait pas en train de toucher quelque chose qui nous permettrait d'échapper justement à cette peur de la mort? Qu'est-ce qui meurt en moi et qu'est-ce qui reste? Et c'était Shimon Rinpoché qui disait « rien qui ne soit authentique ne peut être détruit ». Pour les bouddhistes par exemple, ils disent que les pensées sont comme le reflet dans un miroir. Elles changent sans arrêt, elles varient, mais elles n'affectent jamais le miroir. Et nous on serait le miroir, c'est-à-dire dans lequel se reflètent toutes ces pensées, où on peut prendre l'analogie du ciel et des nuages. Les nuages varient, changent sans cesse, etc. mais ils n'affectent pas le bleu du ciel. La méditation nous amènerait à prendre conscience de ce que nous sommes en arrière-plan, au-delà des nuages qui, eux, varient, changent sans arrêt. Et ce qui mourrait, c'est justement les nuages. En fait, on arrive à un processus de dissolution de la pensée et du corps, et il resterait en arrière-plan, si tant est qu'on a pris le temps de méditer et de prendre conscience de cette nature au-delà des nuages, et là, ça nous aiderait à accepter de mourir. En fait, au cours de votre vie, vous avez la chance de délivrer un message en fait, au plus grand nombre. Et c'est vrai que c'est quand même pas tout le monde qui a cette chance-là. Et enfin, c'est même cet honneur-là, parce que c'est vrai que je trouve que c'est chouette de pouvoir vibrer avec ce message de son vivant. Moi, quand j'accompagne, comme je suis chanteur funéraire et accompagnant funéraire,
c'est vrai que j'ai été touché par les gens et ça a vraiment été l'idée de départ de Messangel. J'ai été extrêmement touché des gens qui gardaient le dernier message de leurs proches sur leur téléphone. C'est vraiment quelque chose qu'on me disait tout le temps. C'est j'ai gardé son dernier message. Alors souvent c'est un message qui dure 5, 10 ou 15 secondes, qui n'est pas très intéressant. Oui. Qui est tiens, pense à prendre du pain ou tu veux que je ramène un gâteau pour vendredi, et puis malheureusement la personne elle sera pas là le vendredi. Et c'est vrai que plus j'ai rencontré de familles dans ce temps-là, et plus je me suis dit mais si on avait la chance d'enregistrer un vrai message avec un vrai sens, quelque chose qu'on a pris le temps de réfléchir, avec cette question de dire si demain j'étais plus là, qu'est-ce que j'aimerais dire aux gens qui comptent pour moi. Excellente idée ça. Et donc en fait ça a vraiment été la base de Messangel. Donc là c'était devenu une application donc pour faire ça, et puis pour aussi qu'ils mettent tout un tas de choses qu'on aimerait pour sa cérémonie, donc pour accompagner nos proches dans ce temps-là, pour qu'ils évitent de devoir se poser ces questions-là sans réponse. Mais la base des messages, est-ce que... alors moi, c'est vrai que je trouve ça très beau. Alors je me suis entraîné qu'à le faire pour ma femme, pour mes enfants. Bon, je pleure à chaque fois parce que c'est pas l'exercice qui est le plus simple, mais c'est vrai qu'à chaque fois, c'est vraiment ce qu'on dit sur la puissance de l'idée de mort. C'est qu'à chaque fois que j'ai fait cet exercice, j'ai encore plus envie de vivre des choses avec eux, quoi. Et c'est vrai que ça me rapproche énormément de la valeur de la vie, de faire attention à pas s'endormir fâché, à pas se prendre la tête pour des choses qui n'ont pas de sens. Et donc voilà, je trouve que c'est un outil très très puissant, et j'y vois quand même un parallèle avec la puissance de la méditation. Est-ce que chez vous ça évoque quelque chose, cette possibilité avec son Messangel de pouvoir faire un message qu'on prévoit pour quand on ne sera plus là? Mais je trouve que c'est même une excellente idée, parce que en même temps ça peut avoir comment dire, un effet très apaisant pour les gens qui restent, plutôt que d'avoir le dernier message, je vais chercher le pain ou je sais pas quoi, mais et de se dire bon, il y a juste ça, et là on délivre un message qui peut, et surtout si on le fait vraiment avec le cœur, avec toute son âme, je pense que ça peut vraiment aider les gens à accepter ce moment, surtout si la personne elle-même s'est bien préparée à l'idée de partir, en se disant bon, un jour je vais partir, et de se mettre dans cette idée. Quel message j'aimerais délivrer aux personnes qui restent, parce que souvent les gens sont tellement en souffrance. D'ailleurs, parfois, moi-même, je leur dis, mais est-ce que vous pensez que la personne qui est décédée voudrait que vous souffriez comme vous le souffrez maintenant? Moi, je suis sûr que non. Si c'était vous qui étiez parti, est-ce que vous auriez envie que la personne qui reste souffre? Forcément non. Et je pense que ça, c'est important qu'elles aient conscience de ça pour qu'elles ne restent pas trop enfermées dans leur douleur et dans leur souffrance, et de se dire, bah oui, mon mari voudrait certainement pas que je m'apitoie, il voudrait sûrement que j'ai envie de vivre, que je reprenne ma vie en main. Et quand c'est un enfant qui est décédé, c'est peut-être... Alors là, c'est difficile d'avoir un message d'un enfant, mais de se dire, c'est ce que j'essaie de dire, mais est-ce que vous pensez que votre enfant a envie que vous soyez dans la douleur maintenant? Et ils disent, ben non, forcément. Alors, pour lui rendre hommage, au contraire, vous devez vivre, et vous devez... vivre encore plus, peut-être. Vivre encore plus, oui. Mais moi, c'est le sentiment que ça m'a apporté, parce que quand ma mère est décédée, je me suis dit, je ne voudrais pas qu'elle soit morte pour rien, qu'elle soit fière de ses enfants, qu'ils ont fait quelque chose de leur vie, qu'ils ont accompli quelque chose, et donc elle a apporté quelque chose de positif dans son existence. Et je trouve que c'est une bonne façon, parce que moi, en l'ayant vécu de cette manière, je le communique souvent aux gens. Je leur dis, mais je pense que la personne qui est partie, ça dépend, là aussi, ça dépend du rapport qu'on avait eu. Hein. Si au contraire, on est content qu'il soit parti parce on a eu une vie épouvantable avec, là, ça se pose pas. Mais dans le cas où il y a des bons liens, je pense que c'est important quand même d'avoir ça à la conscience. C'est vrai que Messangel l'adresse aux gens, et j'espère que dans ce monde, des fois un peu compliqué, il y a des gens qui s'aiment pour de vrai, quoi. Oui. Et c'est vraiment fait pour les gens qui s'aiment, quoi. Oui, c'est sûr, on l'a pas du tout prévu pour les gens qui voudraient se laisser des messages horribles. C'est quand même pas fait pour ça. Qui règlent leur compte avant de partir. Oui. Alors malheureusement, il y en aura, hein, comme tous les beaux outils, comme Internet. C'est un outil qui est formidable, mais on n'en fait malheureusement pas quelque chose de formidable. C'est vrai que mais là, on touche à un point qui est quand même important. Toutes ces peurs qui animent notre société font qu'on est vraiment dans quelque chose de très négatif, de très sombre, de très... souvent les gens se plaignent qu'il n'y a pas d'amour dans notre société. Je leur dis, comment vous voulez qu'il y ait de l'amour dans notre société si personne n'en met? Donc il faut commencer à en mettre. C'est pour ça, moi je fais des méditations. Le dimanche, c'est les méditations collectives le dimanche matin. Et c'est un message que j'arrête pas de délivrer. Je leur dis, mais si vous voulez une société où il y a de l'amour, mettez-en. N'attendez pas qu'il y en ait.
mettez-en. Parce que sinon, ça n'arrivera jamais. Si personne ne le fait, ça n'arrivera jamais. Et là, on est en train de s'appauvrir de plus en plus parce que les gens se replient sur eux, se passent leur temps à se plaindre, à se faire la guerre, à se pointer du doigt. Il n'y a qu'à voir ce qui s'est passé pendant la Covid. C'est extraordinaire. Les gens se dénonçaient. Je me dis, mais c'est ça la fraternité. Pour moi, c'est pas ça la fraternité. On devrait au contraire se soutenir, s'entraider et puis et s'aimer encore plus. Je sais que ce rapport maintenant que j'ai de très singulier à la mort, il m'amène vraiment à essayer, mais c'est vrai que quelquefois c'est un effort. Oui. Enfin, ça ne devrait pas être un effort, mais qu'en tout cas la société fait que ça devient un effort de sourire à la boulangère, Oui. D'aider quelqu'un à porter son sac, alors que c'est des petites choses, mais qu'on se rend compte que quand on le fait, on change notre propre vie. Mais bien sûr. Parce qu'on est content d'être quelqu'un de bien finalement, et qu'on est content de voir un sourire chez quelqu'un, quoi. Avec ma femme, on est un peu pareil, on essaie de sourire au maximum, et c'est vrai qu'on est surpris, on a l'impression des fois d'être des extraterrestres, des fois dans des centres commerciaux. Alors bon, c'est vrai qu'on n'y va pas trop parce que c'est très anxiogène, mais c'est vrai qu'on est surpris par le fait que les gens se renferment énormément. Ça ne veut pas tout le temps dire que notre vie elle est simple. Enfin moi, voilà, quand j'ai fait Mess Angel, comme je vous disais, c'est parce que j'ai perdu un ami qui avait 29 ans. C'est pas des moments simples, mais comme vous disiez, je veux encore plus rendre hommage à la vie, à sa vie à lui, mais à toutes les vies, puis à la mienne. Et voilà, je pense que la mort, elle nous amène une valeur très très haute de la vie. Et je pense absolument qu'il faut, ce que vous dites, qu'il faut qu'on rayonne comme on peut, mais ça commence par nous, quoi. On ne peut pas attendre que ça vienne de dehors, quoi. Ça, c'est complètement évident. C'est pour ça que c'est ça qui est intéressant dans l'approche méditative, c'est que dans l'approche méditative, et moi j'ai découvert ça avec les bouddhistes, parce qu'on n'a pas du tout ça dans notre culture. La première chose qu'on fait, c'est d'apprendre à être bon pour soi, ce qui n'a rien d'égocentré. Ce qu'on confond avec l'égocentrisme ou le narcissisme qui consiste à se préoccuper de soi ou de l'image qu'on va donner, ça n'a rien à voir. Là, on s'occupe de soi, c'est-à-dire qu'on nous a donné une vie, la nôtre, et on en prend soin pendant tout son parcours. Ce qui nous permet, en ayant ce respect pour nous-mêmes, on peut avoir du respect pour les autres. Parce que, pour dire autrement, la vie en moi reconnaît la vie en l'autre. Et donc je respecte la vie qui est en face de moi. Si tant est que la personne est capable, parce que on est dans un jeu de projection perpétuelle, donc je schématise un peu parce que ça paraît facile comme ça, mais sur le fond, en tout cas comme disait Dalai Lama, il doit y avoir toujours en toile de fond l'amour et la compassion. Et comme disait Dalai Lama aussi, il disait l'amour a mis de la magie dans ma vie. Et pour moi, c'est exactement pareil. C'est de tout le temps cultiver indépendamment de l'attitude et du comportement d'autrui. Ça, c'est peut-être la tâche la plus difficile. C'est de continuer à avoir de l'amour, de la compassion pour les autres. Parce que de temps en temps, c'est vrai qu'on a peut-être plus envie de les détester que de les aimer quand on voit leur comportement. Mais encore une fois, c'est pour ça que l'amour ne dépend pas de l'attitude d'autrui. Si on a bien compris que l'amour inconditionnel, c'est sans condition. Et c'est indépendamment du comportement de l'autre. Parce que c'est là qu'est toute la difficulté. Nous, on est dans une culture qui a hérité du romantisme. Donc on est dans une relation d'attachement fusionnel. Et ça crée énormément de souffrance. Et c'est pour ça, entre autres aussi, qu'on a du mal de laisser partir les autres. Dans les séparations, dans le deuil, etc. Parce qu'il y a un très très fort attachement qu'on prend pour de l'amour. Et c'est amusant parce que pour nous, la valeur, c'est l'attachement. Je suis attaché à lui, donc je l'aime. Mais non, en fait, je suis attaché à lui parce que justement, je suis gouverné par la peur. On s'approprie les objets de nos perceptions parce qu'on leur attribue le pouvoir de pouvoir nous rendre heureux. Alors que c'est que nous qui pouvons créer notre bonheur, c'est pas l'autre. Et c'est là où c'est très différent. Et donc, ça veut dire à partir de là que j'ai suffisamment de hauteur, suffisamment de détachement pour aimer l'autre indépendamment de son comportement. Et souvent d'ailleurs, que je vois dans les difficultés relationnelles que les gens ont avec leur famille, par exemple, souvent, il y a des problèmes avec les parents, des problèmes avec les enfants. Et je leur dis, mais arrêtez de voir vos parents comme vos parents, mais comme des êtres à part entière qui aspirent eux aussi au bonheur. Et sur cette base, vous pouvez leur souhaiter du bonheur, vous pouvez leur souhaiter de se libérer de la souffrance. C'est ça la compassion. Mais tant que vous êtes dans cette relation parents-enfants, et c'est ça qui crée le conflit. Alors que si vous arrivez, et je vois dans beaucoup d'autres cultures, pour eux, ils considèrent que l'enfant ne leur appartient pas. C'est un don de la vie. Notre mission, c'est de les aider à voler de leurs propres ailes, et après, ils doivent s'envoler. S'ils reviennent, après, c'est bien. Mais on ne peut pas s'approprier nos enfants. Au contraire, on va être là pour les aider à devenir autonomes. Donc, ce sont pas... Si on arrive à les voir comme des êtres à part entière, eh bien, on va pouvoir les accompagner pour qu'ensuite ils volent dans leur propre selle. Mais tant qu'on est dans l'amour-attachement, c'est-à-dire que je m'approprie mon enfant, mais je l'enferme en même temps. Ouais, donc c'est des relations qui sont très enfermantes et qui sont forcément
qui génèrent beaucoup de souffrance. Je travaille entre autres avec mon fils qui est là. Grâce à la méditation, alors c'est vrai que souvent les gens sont surpris, mais je considère vraiment mes enfants, enfin j'ai une fille de 22 ans et Ketom de 18, et je considère vraiment mes enfants en premier pour des personnes en fait. Ben, bien sûr. Et je suis content de les côtoyer au quotidien parce que c'est des belles personnes. Et puis j'ai le petit plus qui est un peu la cerise sur le gâteau, qu'en plus c'est mes gamins, et du coup c'est cool quoi. Mais c'est vrai que je trouve ça vraiment bien de commencer par ça. Et c'est vrai que j'ai vraiment fait ce travail-là avec mes parents, avec des gens de la famille. Je sais que c'est vraiment quelque chose de très apaisant dans la relation. J'avais lu sur un de vos ouvrages, et je vous ai entendu le dire sur une conférence, vous citez un proverbe tibétain, alors je vais le lire. Quand on fait rapidement, on obtient lentement, et quand on fait lentement, on obtient rapidement. Alors ça m'a... Bon, c'est rigolo dans la forme, mais c'est vrai que dès qu'on y réfléchit, on voit qu'il y a un sens assez profond. Est-ce que, suivant cette logique, on peut dire que prendre le temps de finalement préparer sa propre fin, donc avec la lenteur, on va dire, et avec sérénité, est-ce que ça permet pour nos proches, finalement, de leur éviter la précipitation d'organisation, qui est du coup mieux vivre ce temps qui est censé être qu'un joli temps, normalement, de transition et d'hommage à la vie. Est-ce que ça résonne en vous, cette façon de... Bah oui, je dirais, ça me paraît même complètement évident. Je pense que c'est quelque chose qu'on peut préparer. Moi, j'en parle toujours avec mon entourage, avec Nathalie qui est ici présente, ma femme. Il n'y a aucun tabou là-dessus. D'ailleurs, des fois, je la taquine en disant peut-être que demain je serai plus là, ou peut-être que ce sera toi. On s'amuse à se dire bon, qui c'est qui va partir en premier et on se taquine comme ça, parce que je pense que, alors le moment venu, on sait très bien qu'il y aura forcément de la tristesse, mais toute ma vie depuis très longtemps déjà, ça fait des années, est construite là-dessus. J'essaie de construire sur des bases solides. Je sais très bien, j'ai à la conscience que ma vie ne durera pas. Je sais très bien que, déjà pour avoir été moi-même confronté plusieurs fois à ma propre mort, que je peux partir demain, j'ai aucune certitude là-dessus par rapport au fait que je peux partir. Donc ça sert à rien. Il y a un moment, je pense que ça sert à rien de se mentir. Et plus on aborde le sujet de façon franche et honnête avec soi-même, plus ça nous permet de nous préparer et de préparer automatiquement les autres. Parce qu'on les accompagne. En fait, en s'accompagnant soi-même, on accompagne les autres aussi. Ceux qui nous entourent, ils sont baignés, ils savent, on les prépare et ça permet de réduire, je pense, considérablement la part de souffrance. Nathalie suit mes propres enseignements, elle les approfondit et tous ceux qui m'entourent, pareil. Donc, je les prépare parce que pour moi, ça fait partie de l'amour et de la compassion qu'on peut leur porter pour que justement ils soient à l'aise à ce moment-là et qu'ils n'aient pas à souffrir et pas à souffrir inutilement, parce que pour moi je perçois vraiment la mort comme la fin d'un processus. C'est plus quelque chose qui m'inquiète. J'aborde ça avec une certaine curiosité, parce que je reste curieux de savoir comment ça va se passer, comment ça va se dérouler cette fin de vie. Mais tous les jours, je pratique. C'est quelque chose que j'approfondis sans cesse pour être complètement à l'aise. Et je vois que c'est vraiment ce qui donne tout son sens à ma vie. Et je prépare mes propres élèves quand ils viennent dans mes stages. Il n'y a aucun tabou. C'est un sujet que j'aborde très, très facilement. Je suis très à l'aise avec ça. Et là où je remercie tous les sages que j'ai eu le bonheur de rencontrer, parce qu'avec eux, il y avait jamais ce tabou de la mort. Ils en parlaient, ils étaient très à l'aise. D'ailleurs, même une fois, c'était très drôle parce que j'avais un de mes amis qui était allé voir Chimène Rinpoché parce qu'il avait très peur de la mort. Puis Chimène Rinpoché, quand il l'accueille, il dit voilà, j'ai très peur de la mort. Puis il dit pourquoi t'as peur de la mort? Mais très étonné. Et c'était très amusant parce que pour lui, c'était tellement naturel pour lui de mourir. Mais quand il lui a posé la question, et cet ami, il est venu me voir, mais il m'a dit je crois que ça aurait été quelqu'un, j'aurais collé mon poing dans la figure. Mais il me l'a dit d'une telle façon, c'était tellement décontracté que moi, ça m'a interpellé parce qu'après, ça m'a poursuivi. Je me suis dit, mais au fait, c'est vrai, pourquoi tu as peur de la mort? Et il m'a dit, après, ça a tout changé. Parce que je m'étais jamais interrogé comme ça, je me suis jamais dit, mais au fait, pourquoi tu as peur de la mort? Tu sais même pas pourquoi tu as peur de la mort. Et pourquoi tu devrais avoir peur de la mort?
mort. Donc ça a enchaîné vers plein d'autres questions et ça l'a amené vers beaucoup plus de sérénité. Parce que lui, c'était, vous voyez, c'était quelqu'un de très angoissé. Donc ça a été le début d'un cheminement extrêmement positif. Donc la façon que Chimène Rinpoché a eu de lui poser cette question en lui disant pourquoi tu as peur de la mort? Comme si ça lui paraissait étrange, quoi. C'est comme s'il lui disait mais pourquoi tu as peur des mouches ou je sais pas. Enfin c'était pareil, quoi. Mais ça l'a tellement interloqué, il était tellement étonné qu'effectivement, il m'a dit mais c'est vrai, je m'étais jamais posé la question en ce sens. Pourquoi tu as peur de la mort au fait? Tu t'es jamais interrogé. En plus tu sais même pas ce que c'est, donc pourquoi tu devrais apprendre la mort? Peut-être que c'est super, peut-être que c'est génial au moment de mourir, t'en sais rien. Donc pourquoi s'inquiéter de quelque chose qui va arriver de toute façon puisque ça va arriver. Quand les gens nous font leur messenger, alors nous c'est qu'on on dit faire son messenger, eux-mêmes sont surpris parce qu'en fait bon, on peut faire des messages comme on disait, qui est la partie très émotionnelle de la transmission, et on peut aussi prévoir tout un tas de choses, donc que ça soit pour envisager ce qu'on aimerait pour soi-même, pour sa cérémonie, donc il y a un côté pratico-pratique, mais le fait de l'envisager, on s'aperçoit que c'est pas mal de le faire pour soi-même plutôt que de laisser ce cadeau empoisonné à nos proches, de devoir faire des choix pour nous, voilà, même sur des choses très factuelles. Est-ce qu'on souhaite la crémation, inhumation, enfin qu'est-ce qu'on aimerait comme cercueil, qu'est-ce qu'on aimerait comme fleurs, comme musique, etc. Est-ce qu'on a envie de lire, enfin de faire lire un texte à quelqu'un, etc. Et les gens sont surpris quand ils font leur messenger. Alors sur les premiers temps, mais finalement ça rend la chose très, très apaisée parce qu'on se dit mais heureusement que je le fais en amont parce que si moi je le fais pas pour moi, alors que finalement c'est la fin de ma vie à moi, et c'est triste et très anxiogène de confier ça à mes proches sans leur dire, en disant vous vous débrouillez. Et moi je sais, pour le vivre, c'est vrai que quand on accompagne des familles dans ce temps-là, on voit la douleur que ça rajoute, et à la douleur de la perte, la douleur de devoir faire des choix en 48 heures. On a très peu de temps pour s'organiser, quoi. C'est un vrai raz-de-marée dans une culture. Et quand je vois la vitesse à laquelle on expédie ça, en plus, moi je trouve ça quand même inquiétant, parce que entre le délai où la personne est décédée, ou le délai on la met en crémation ou elle est enterrée, je dis mais c'est extraordinaire quand on voit dans d'autres cultures où on garde le mort pendant plus d'une semaine, voire 10 jours, où on prend le temps. Proche de nous en plus, oui. Alors que là souvent qu'il attend au funérarium. Mais moi je trouve ça terriblement brutal. Là c'est pareil, on expédie, et je me dis mais c'est là encore une fois le rapport qu'on a avec la mort, c'est quelque chose qu'il faut balayer tout de suite, et je trouve ça vraiment incroyable, alors qu'il y a plein d'autres pays, s'il y a une chose qui m'inquiète, c'est pas de mourir, c'est de mourir dans notre pays. Je trouve ça terrible. Nos proches ils ont même pas le temps de dire ouf, quoi, que c'est des... hop, ça y est, il est expédié, il est dans la boîte, et puis on n'en parle plus, quoi. C'est comme s'il fallait se dépêcher encore une fois, de cacher le cadavre et de s'en débarrasser, parce que c'est... alors qu'au contraire, le temps, il y a un temps, le temps, on peut même méditer, il y a plein de pays, comme justement en Inde, on médite autour des morts, on prend le temps, enfin je sais pas, je trouve ça un peu... Mais c'est à l'image de notre société où on va très très vite, on va très vite pour tout. Et on ne prend pas le temps, justement, prendre le temps. Et c'est quelque chose qui est quand même assez fantastique dans une culture, parce que dès qu'on parle de ça, les gens ils disent « mais j'ai pas le temps ». Donc quand on leur dit « prenez le temps », ils disent « mais j'ai pas le temps ». Je dis « mais vous n'avez pas le temps, pourquoi ?» Mais ils ont le temps pour passer 3 heures devant la télé, je crois que c'est la moyenne en France, les gens passent à peu près 3 heures devant la télé. Sans compter Internet. Oui, donc ils ont le temps de regarder la télé, ils ont le temps de passer sur Internet, mais ils ont jamais de temps. Et je me dis c'est quand même extraordinaire, parce que la plus grosse difficulté qu'on a dans la méditation, c'est que les gens ils arrivent à trouver un quart d'heure, 20 minutes pour méditer. Ils disent mais moi j'ai pas le temps. Je dis comment ça vous n'avez pas le temps? Vous n'avez pas 20 minutes? Et 20 minutes de plaisir en plus. Parce qu'il ne s'agit pas de se faire souffrir. Là on n'est pas en train de vous demander de vous flageller. On vous demande de vous poser, de prendre du temps. De prendre le temps. Mais c'est anxiogène parce que on arrête momentanément cette course folle. Alors effectivement, ça a amené de la conscience sur sa vie, de se dire mais je vis comme un dingue, quoi, et je prends pas le temps. Moi, quand je faisais, parce que j'ai fait de l'accompagnement aux mourants quand j'étais jeune, j'étais bénévole, j'avais accompagné un chef d'entreprise. Et j'allais le voir assez régulièrement, et puis il me parlait, et il me racontait tous ses voyages, qu'il était parti partout, il avait voyagé mais vraiment partout, et je trouvais extraordinaire. Je me suis dit, il a dû voir plein de monde, mais il m'a dit, et puis à un moment, il m'a avoué, il m'a dit, je suis passé à côté de ma vie. Je lui ai dit, comment ça? Je lui ai dit, vous avez voyagé partout, vous avez fait des tas de choses qu'une personne ne ferait peut-être même pas dans une vie. Je lui ai dit, je ne comprends pas, mais il m'a dit, mais j'ai pas pris le temps. J'ai pas pris le temps, j'ai fait tout ça, j'ai couru, j'ai pas vu mes enfants grandir, j'ai rien vu, j'étais toujours affairé, j'étais toujours occupé, mais j'ai pas pris le temps. Et lui, c'était sa grande angoisse, c'est de ne pas avoir pris le temps. Il s'était jamais arrêté. Et là, moi, ça m'a vraiment interpellé. Je me suis dit, mais on est dans une société qui n'arrête pas de courir. Et ça me fait penser quand
Quand je vivais à Paris, je faisais mes études de psychologie, c'était extraordinaire, moi qui venais de la province, et je voyais les gens qui couraient dans le métro, et au début, je trouvais ça étonnant, je disais, mais où est-ce qu'ils vont? Pourquoi ils courent comme ça? Moi, ça m'étonnait, je ne savais pas pourquoi. Puis je questionnais les gens, mais ils se dépêchent de choper le métro. Alors bon, jusque-là, je me disais, oui, bon, ils ont peur de le louper, mais quand j'ai vu qu'il y en avait un tous les 3 minutes, je me suis dit, mais ils sont dingues, quoi. Et moi, j'étais tout seul à marcher tranquillement pour descendre, et tout le monde courait comme ça, et c'est amusant, parce qu'il y a un sage qui disait toujours, tout le monde court, mais personne ne sait pourquoi tout le monde court, mais comme tout le monde le fait, tout le monde court. Donc à un moment, c'est absurde. C'est-à-dire qu'on ne sait même plus pourquoi on fait ce qu'on fait. Et c'est là où je pense que c'est important. C'est une réflexion, je pense, de fond qu'il faut avoir. Pourquoi je fais tout ce que je fais? Pourquoi je cours après la satisfaction de mes désirs? Pourquoi je veux absolument avoir une belle voiture? Pourquoi je veux avoir absolument une belle maison, une grande maison, etc. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Pourquoi est-ce que je fais tout ça? Et on peut supposer que derrière, il y a une idée du bonheur. Mais est-ce que toutes ces positions vont m'apporter le bonheur? C'est ça la question qu'il faut se poser. Est-ce que le bonheur, il n'est pas ailleurs? Parce que si tous les gens qui étaient mariés, tous ceux qui se marient, si le mariage rendait heureux, tous les gens qui se marient devraient être heureux. On sait qu'aujourd'hui, c'était Dr Bach qui est un spécialiste du couple. Il disait, on peut s'estimer heureux si 5% des couples sont heureux. Et si le fait d'avoir des enfants rendait heureux, ça se saurait, parce que tous les gens qui ont des enfants, et on voit bien que c'est pas le cas, c'est pas systématique. C'est pas qu'on peut pas être heureux avec des enfants, et c'est pas parce qu'on ne doit pas faire d'enfants. C'est pas ce que je veux te dire. C'est que, en fait, ce qui est important, c'est pourquoi je fais les choses. Et de commencer par le bonheur plutôt que de chercher le bonheur dans les choses extérieures. Et ça, c'est toute la démarche méditative. C'est je cherche d'abord le bonheur en moi. Et c'est quand j'ai trouvé ce bonheur, cette paix en moi, je peux l'apporter autour de moi. Et à ce moment-là, je vais partager avec les autres. Et la relation devient très différente. Je ne cherche pas le bonheur dans la relation. Je viens apporter du bonheur dans ma relation. C'est-à-dire qu'on devient co-créateur de la relation. Et ça a tout autre sens. C'est que c'est pas l'autre qui est là pour m'apporter le bonheur ou la relation qui est là pour m'apporter le bonheur. C'est ce que moi, je vais mettre dans ma relation qui est important. Mais si je n'ai pas conscience de moi, de ce que je peux apporter, comment je fais? Donc ça, c'est important. Et souvent, c'est ça le problème. C'est que je charrie souvent les gens. Je dis, comme vous aimez pas beaucoup, vous cherchez quelqu'un, puis c'est comme si vous lui disiez en arrière-plan, bon bah écoute, moi je m'aime pas beaucoup, mais si tu peux m'aimer, ça m'arrange bien. Mais ça, c'est le cadeau que vous faites à l'autre. Donc c'est terrible. Et c'est pareil, on cherche un métier, pourquoi? Souvent parce que on dit souvent, il faut gagner sa vie, pour pouvoir s'acheter une maison. Mais c'est ça votre vie? C'est ça de votre vie. C'est pas d'être heureux. Ah oui, mais bon, ça on verra après, c'est très secondaire. Mais j'essaie d'amener les gens à se rendre compte, mais c'est votre bonheur qui est le plus important, parce que c'est de votre bonheur que va découler tout le reste. Votre métier, votre activité, votre position dans la société, ce que vous allez apporter aux autres, votre famille, parce qu'elle va bénéficier de votre bonheur. Donc votre bonheur est beaucoup plus important que la satisfaction de vos désirs, parce que ça va bénéficier à tous. Et si les gens avaient conscience de ça, mais ça changerait tout. On serait plus là à courir après tout. On se dit, d'abord, je trouve la paix. C'est pour ça que souvent, quand il y a des personnes qui vivent une rupture, ils sont complètement 36e dessous, je leur dis, avant de vous remettre avec quelqu'un, d'abord, apaisez-vous. Et apprenez à vous aimer d'abord vous. Avoir de l'estime de vous, de l'amour pour vous-même, de la compassion pour vous-même. Et quand vous vous sentirez bien avec vous-même, là, vous pouvez créer une relation avec l'autre, parce que ce sera une relation fondée sur le bonheur, parce que vous êtes déjà heureux seul, et que vous pouvez amener ça dans votre relation. Donc ce sont deux personnes heureuses qui vont co-créer ensemble, et qui vont générer du bonheur. Sinon, ce sont deux misères qui se rencontrent, et qui essaient de se débrouiller comme ils peuvent. Donc, et quand les gens, ils appliquent ça, ils disent, mais oui, vous avez raison. En fait, et j'ai eu plein de témoignages comme ça, de gens qui me disent, mais c'est vrai que depuis ma rupture, j'ai pris du temps. J'ai pris du temps pour moi, j'ai pris du temps pour savoir ce que je voulais, j'ai pris le temps de faire la part des choses, j'ai pris du temps aussi pour me respecter, pour m'aimer, pour y voir un peu plus clair en moi-même. Et après, quand ils avaient une relation, mais il y avait beaucoup plus de sérénité. Et donc, je dirais, mais bien mourir, c'est ça aussi, c'est bien vivre, c'est prendre le temps. Prendre le temps de se connaître, prendre le temps de se découvrir. C'est intéressant, moi, j'adore ce mot découvrir, ôter la couverture. C'est se dévoiler, c'est se révéler. Et plus on a conscience de ce que nous sommes, eh bien, la mort, on la voit très différemment, sous un tout autre angle. Elle paraît de moins en moins effrayante, mais il faut prendre le temps. Il faut prendre le temps de méditer dessus. D'abord, effectivement, de franchir cette étape qui peut paraître difficile. Moi, quand j'avais commencé à méditer sur la mort, sur la certitude du moment de la mort, sur la certitude que j'allais mourir et sur l'incertitude du moment de la mort, je me suis flanqué la trouille. Je me suis dit, mais je ne veux pas mourir. J'étais tout jeune, j'avais un bon ego, et ça m'a flanqué une trouille. Mais il fallait bien que j'accepte l'idée. En fait, j'ai fait mon propre deuil
de moi-même. Il fallait bien que j'accepte l'idée que j'allais mourir un jour. Et puis après tout le reste de ma vie, ça a été ce processus de familiarisation, d'acceptation, de se dire, mais un jour je vais mourir, je ne vais pas attendre que ça m'arrive, que ça me cueille pour me dire, mais c'est maintenant. Et les Tibétains, les bouddhistes, c'est ce qu'ils font. Toute leur vie, ils se préparent à la mort, alors se dire, mais attends, il y a autre chose à faire dans la vie. Mais ils ne se rendent pas compte, c'est que eux, ils sont débarrassés de ces peurs, et là, ils peuvent vivre. Ils vivent profondément, intensément. Chaque moment qu'ils vivent, c'est vécu dans la jubilation. Je me suis toujours dit finalement qu'on nous demande toujours qui on est, et c'est qu'aujourd'hui j'essaie vraiment avant de dire qui, je dis quoi en fait. Enfin, qu'est-ce que je suis en fait. Ce travail de réflexion sur qu'est-ce qu'on est avant de qui on est, et ça amène vraiment qu'une descente au fin fond de la matière, on va dire. Et c'est vrai que quand on déconstruit son corps, qu'on commence à dire j'ai de la peau, j'ai des organes, mais chaque organe finalement est lui-même fait avec des cellules, etc. Et quand on déconstruit ce qu'on est pour arriver à l'énergie fondamentale. Alors bon, c'est un gros travail quand on n'a jamais fait, mais pour moi, ça me permet vraiment de mettre en avant le fait que la vie, en tout cas telle qu'elle a trouvé le chemin, c'est un cadeau mais extraordinaire, quoi. La façon on arrive à fabriquer des machines, mais on serait infoutu de construire un corps humain en fait. Tout à fait. Avant même de dire qui on est, mais qu'est-ce qu'on est, et savourer le fait d'avoir ce corps-là, même si un jour il va se désagréger puis que ça ne marchera plus. Mais rien que le temps qu'on est vivant sur cette terre-là, quand on conçoit comment c'est fichu, c'est extrêmement savoureux de dire « mais quelle chance d'être vivant !» En tout cas, que mon esprit utilise ce véhicule-là pendant X années. C'est vraiment un vrai cadeau, quoi. Qu'est-ce qui fait que les gens n'ont pas cette conscience de la chance d'avoir ce corps? Alors, quelquefois, il n'est pas parfait. Je pense qu'on est une société extravertie. C'est-à-dire, encore une fois, on cherche le bonheur à l'extérieur. On va le chercher dans la satisfaction. Parce que c'est vrai que quand on satisfait un désir, comme disait, c'est Arnaud Desjardins qui disait, ça va soulager les tensions et pendant un moment, on va avoir un sentiment de paix, de tranquillité. Sauf que le désir, comme disent les bouddhistes, chercher le bonheur en satisfaisant ses désirs, c'est comme essayer d'étancher sa soif en buvant de l'eau salée. Donc c'est un processus qui est sans fin. Donc une fois le désir satisfait, ça va en appeler un autre, et un autre, et un autre, et on essaierait. Et on est toujours à l'extérieur. D'ailleurs, c'est amusant, parce que quand on voit des personnes sont seules, l'objectif, c'est de rencontrer quelqu'un, c'est pas de méditer, c'est pas de se connaître. C'est tout de suite, il faut que je trouve quelqu'un. Donc on cherche toujours à l'extérieur. C'est aussi de trouver une situation. C'est amusant, d'ailleurs, quand les gens parlent, ils se définissent toujours à partir de leur métier. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? C'est la première question qu'ils posent. Et je me dis, c'est quand même extraordinaire, parce que on n'est pas un métier. Mais jamais on se pose la question, il n'y a pas cette démarche de s'interroger. Moi, c'est pourtant les premières questions que je me suis posées tout jeune. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on fait là? Moi, j'arrive, j'avais conscience qu'on allait mourir. Je me suis dit, je nais, je meurs. Mais pour moi, c'était épouvantable. Je me suis dit, ça va pas. Il y a un truc qui va pas. Et j'avais besoin de réponses. C'est ça, moi, ça a été toute ma quête. C'était ça, c'était de comprendre. Déjà, on souffre. D'où vient la souffrance? Comment elle se crée? Est-ce que je peux m'en libérer? Est-ce qu'il y a des gens heureux? Alors, je me suis rendu compte qu'il y avait des gens heureux, mais ils étaient heureux justement parce que soit ils avaient beaucoup d'argent et le jour où ils en avaient plus, ils étaient malheureux, soit parce qu'effectivement, ils étaient heureux parce qu'ils avaient rencontré quelqu'un, mais ça ne durait pas non plus parce qu'il y a la lune de miel, ou alors parce que l'autre s'en allait, et donc ils n'étaient plus très heureux. Je me suis dit, mais ça, ce bonheur-là, il est dépendant des circonstances extérieures. Il y a un truc, est-ce qu'il y a vraiment des gens heureux sans que ça dépende des conditions extérieures? Et c'est là, quand j'ai rencontré tous ces sages, et là, je me suis dit, tiens, là, il y a quelque chose. Il y a un parfait vrai. Et ça a commencé à m'interpeller. La quête, elle n'était pas extérieure, elle est en moi. C'est de découvrir comment, d'abord, d'ailleurs, j'ai une phrase fétiche que j'avais créée qui disait « Pourquoi chercher le bonheur? Puisque vous pouvez le créer vous-même. » Parce que c'est nous-mêmes qui sommes les créateurs de ce bonheur. Si tant est qu'on prend le temps d'examiner, justement, comment se crée la souffrance en nous-mêmes et comment est-ce qu'on peut s'établir dans le bonheur en nous-mêmes. Donc les gens n'ont aucune raison de s'introspecter et encore moins d'introspecter leur corps. Et puis surtout, ils risquent de voir aussi que leur corps ne dure pas. Donc comme ils sont identifiés à leur corps et qu'ils considèrent qu'ils sont le corps, ils se disent « Oh mon Dieu !» Ils se disent « Plus je vais méditer sur le corps, plus je vais me rendre compte qu'il est impermanent, qu'il ne dure pas, qu'il se délie au fur et à mesure que la vie avance, que même si on prend des compléments anti-âge ou se met des crèmes partout, mais malgré ça, on vieillit, on peut s'injecter tout ce qu'on veut, des cellules souches ou je ne sais pas ce qu'on veut, mais le corps, à un moment, il va se délier et puis
puis on s'en va. Et là, justement, ce serait bien que les gens le fassent, parce qu'ils se diraient, là, on arrive encore une fois à cette question fondamentale, puisque ce corps change, puisqu'il va vers ce processus de mort, mais qui suis-je? Là, on devrait, au lieu de s'effrayer de la mort devrait révéler le sens de la vie, de se dire, mais où est le sens de la vie? Et moi, comme très jeune, j'avais très peur de la mort. Tout de suite, c'est la première question. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on devient après la mort? Enfin, toutes ces questions fondamentales, et qui ne m'ont jamais quitté. Après, les gens, ils oublient, parce que voilà, ils font un métier, ils font des études, etc. Moi, personnellement, ça m'a jamais quitté. Et il me fallait des réponses. Donc là, en méditant, j'ai commencé à avoir des réponses. J'en ai eu d'autres en rencontrant tous ces sages, tous ces grands maîtres. Je trouvais tellement serein, tellement posé, tellement tranquille. Je me suis dit, mais moi, quand j'ai rencontré Shinmen Rinpoche, d'ailleurs, la première chose que j'ai dit, mais cet homme, il est la réponse. Parce qu'il l'incarnait, ce qu'il transmettait. Et là, je me suis dit, mais là, je suis en face d'un type qui est complètement... il baignait dans la sérénité du matin au soir. C'était vraiment, on l'appelait la force immobile. Il était vraiment tranquille, et on avait l'impression que rien ne pouvait le perturber. Comme je disais souvent, je suis sûr qu'une bombe atomique tombait à côté de ses pieds, lui continue à boire sa tasse de thé. Il dit bon, on s'en va, hop, ça y est, c'est parti. Et je trouve ça fantastique. Donc on arrive vraiment à ces questions de fond qui sont vraiment importantes, mais qui sont plus des questions. La question se pose intellectuellement, mais après, elle va au-delà de l'intellect. C'est-à-dire qu'on va plonger, on va aller, comme disait Bouddha, vérifier par vous-même, aller voir par vous-même. Là, on entre en conscience, justement, quand on parle de conscience. Mais c'est intéressant, vous savez, le mot pleine conscience qui a été développé par Dr Kabat-Zinn dans les années 70, parce qu'à l'époque, en fait, il avait employé ce terme parce que le mot méditation posait problème. D'accord. Et donc, il a employé le mot pleine conscience. Mais il y a un truc qu'on oublie, en fait, à la racine, à la base, on ne parle pas du tout de pleine conscience. En fait, on a tous une faculté naturelle qui est l'attention. Et c'est l'attention, en fait. L'attention, on prête de l'attention autour de nous, on prête de l'attention à nos proches, mais on se prête rarement de l'attention à soi-même. Et sauf des fois, quand on se préoccupe de soi. Mais ce n'est pas vraiment de l'attention. Et la pratique de la méditation, on retrouve dans les origines, j'ai oublié le terme en sanskrit. La méditation, ça existe même bien avant Bouddha. Ça fait 4000 ans, on a retrouvé des traces. Et la méditation existe depuis 4000 ans. Voilà. Et ça, c'est une faculté naturelle qu'on a. Et c'est intéressant parce que quand on prête de l'attention à quelqu'un, il y a une notion de bienveillance. En fait, on pratique la bienveillance à l'égard des autres. Et quand on se prête de l'attention à soi, on pratique l'attention envers soi-même. Et c'est Pema Chodron, une sage tibétaine d'origine anglaise, qui disait que la méditation, c'est une façon d'entrer en amitié avec soi-même. Donc on devient bienveillant à l'égard de soi-même. Donc on devient bienveillant, on commence d'abord par le corps, parce que ce sont des processus qui sont assez accessibles dans un premier temps. Ensuite, on va prêter de l'attention sur les pensées, sur le souffle, et puis après on va prêter de l'attention sur notre esprit, sur cette capacité à être présent. Et on découvre qu'on a vraiment cette capacité à être bienveillant, on développe cette bienveillance à l'égard de la vie que nous incarnons. Ce qui va nous amener à avoir naturellement de la bienveillance à l'égard des autres, indépendamment de leur comportement. Parce qu'en fait, c'est pas la bienveillance, c'est pas vis-à-vis de leur comportement, parce que parfois ils peuvent être détestables, mais à l'égard d'eux-mêmes, parce que dans la prière bouddhiste, la compassion, c'est puisse-t-il se libérer de la souffrance et des causes de la souffrance. C'est la même qui les entraîne à avoir des comportements destructeurs. Mais quand on a pris conscience de ça, on peut leur souhaiter effectivement de se libérer de leurs obscurcissements mentaux, comme on les appelle les bouddhistes. Qu'on a déjà, je trouve, bien discuté autour de ce beau sujet qu'est la mort. Alors c'est très étrange à dire en France que la mort c'est un beau sujet, mais en tout cas vous êtes la preuve vivante qu'on peut parler de ça et que ce soit très, très bénéfique pour tout le monde. Est-ce que vous voulez nous dire un petit mot sur l'ouvrage qui sort en ce moment? Oui, j'ai écrit cet ouvrage, en fait, c'est le résultat de 50 années de pratique de méditation et de 35 ans d'enseignement. J'ai essayé parce que je me suis rendu compte que beaucoup de gens rencontraient beaucoup de difficultés avec la pratique de la méditation. Et moi-même, à travers mon parcours d'enseignant, comme je ne m'étais pas vraiment destiné au départ à enseigner, mais quand j'ai commencé à transmettre, je me rendais compte que les gens rencontraient parfois beaucoup de difficultés dans la pratique. Et il faut savoir aussi, il y a un point qui est très important, dans les pratiques qui nous viennent d'Inde ou du Tibet, eux, c'est des pratiques qui sont millénaires, donc ils ont des bases que nous, on n'a pas. Ça fait quelques décennies qu'on commence à s'ouvrir à la méditation, donc nous, c'est tout frais. La preuve, c'est qu'on a encore même très peur de la méditation, parce qu'il y a la crainte des dérives sectaires qui est très, très surveillée aujourd'hui par les autorités gouvernementales. Dans cet ouvrage, j'ai voulu vraiment apporter tout ce que j'ai appris, mais sous forme d'une méthodologie, d'une démarche très progressive pour aider les gens à méditer. Je ne me préoccupe même pas, d'ailleurs on voit, mais je ne me préoccupe pas, il n'y a pas de rituel, il n'y a pas de mantra, il n'y a pas de position
solution imposée, il y a juste, c'est d'amener vraiment les personnes à développer d'abord dans un premier temps l'attention envers eux-mêmes, cette forme de bienveillance à l'égard de soi. Après, de découvrir que, comme disait, c'était Chimène Rinpoché qui disait, l'être humain, c'est comme une voiture à deux moteurs. Il y a un moteur qui pousse en avant, l'autre qui tire en arrière. Et le moteur qui tire en arrière, ce sont tous nos obstacles, les peurs, la culpabilité, les vues fausses, etc. Donc là, je montre dans un deuxième niveau, dans la deuxième étape, c'est de découvrir tous ces antidotes pour essayer de se libérer de tous ces facteurs perturbateurs de l'esprit. Et puis après, le troisième niveau, là, c'est vraiment la nature de l'esprit. C'est un peu ce qu'on vient d'aborder. Pas seulement par rapport à la mort est abordée dedans, mais toutes ces notions d'impermanence, d'interdépendance, de vacuité, d'amour, de compassion. Qu'est-ce que c'est exactement, vraiment? Parce qu'on a une vague notion, mais c'est rarement approfondi. Là, c'est vraiment travailler dans le détail, mais je dirais même au millimètre. Et j'avais dit, c'était un peu un livre testament, parce que je voulais vraiment donner ce livre pour que les gens puissent vraiment avoir de vraies clés. Il y a 31 clés dedans pour apprendre à méditer, pour approfondir, pour apprendre à se connaître, pour aborder justement des sujets comme la mort. C'est dans le troisième niveau. J'ai appelé ça l'ultime moment, parce que je trouve que c'est un moment qui révèle tout le sens de la vie et qui est vraiment fondamental. Et donc tout ça est abordé, mais c'est complètement adapté à l'esprit occidental. Mais par contre, j'ai fait très attention à préserver vraiment les fondamentaux qui souvent sont très très oubliés par les auteurs occidentaux qui ne comprennent pas. Et souvent, ça reste à ce moment-là une démarche qui reste très superficielle, où on reste au niveau justement de la pleine conscience, alors que ce n'est pas la seule chose. La méditation, comme disait Mathurika, c'est un véritable entraînement de l'esprit. Donc on apprivoise notre propre esprit, parce qu'il faut pouvoir l'apprivoiser, notamment pour aller vers la mort, pour s'accompagner soi-même vers la mort, vers ce moment ultime. Très bien, donc, voilà. Merci beaucoup Bruno. Qu'on invite évidemment tous les membres de la communauté Messangel à lire ce livre. Je pense que ça va vous faire du bien, alors pas que pour la mort, mais surtout pour la vie. Est-ce que vous auriez un dernier message à dire Je me rappelle d'une expérience que j'ai vécue avec Chimène Rinpoché. Je passais par un moment qui était assez difficile de ma vie. J'étais allé le revoir plusieurs fois et sans arrêt, il me renvoyait vers la même question. Puis je crois que c'était une des rares retraites que j'ai faites avec lui. Il m'a dit, viens à mon enseignement ce matin. Et il a dit une chose toute simple. Il a dit, vivez sans attente, vivez sans espoir, mais vivez pleinement. Et alors, ça paraît banal comme ça, mais je crois qu'à ce moment-là, j'étais dans un tel état d'ouverture. J'ai pris conscience à quel point c'était important. En fait, il nous ramène à l'instant. C'est vraiment de vivre profondément chaque moment de notre vie et de ne pas en perdre une miette. C'est pas en courant après les désirs, c'est pas en voyageant, c'est pas en allant partout qu'on va trouver le vrai sens de la vie. Il est en nous. Ce que nous sommes, on ne le trouvera pas ailleurs. Il est là où nous sommes. Et je pense que ça, si les gens prenaient conscience de ça, déjà ils perdraient beaucoup moins de temps. Et ils vivraient vraiment l'essentiel. Et puis c'est comme ça qu'on apprend à pleinement savourer et aimer la vie qu'on a. Un dernier petit mot par rapport à Messangel. Pour moi, faire son Messangel, c'est vraiment anticiper ce temps pour être en paix, serein, avec l'idée même de ma propre fin. Et c'est aussi identifier le sens de la relation que j'ai avec l'autre en fait. Donc avec ce que j'aime évidemment. Et c'est aussi de le matérialiser, comme je le dis, par un message qui va pouvoir être transmis. Et c'est aussi, nous ce qu'on a voulu faire, c'est vraiment proposer un nouveau chemin quelque part, avec un outil d'aide pour aider l'autre à la vie sans moi en fait. Qu'est-ce que vous pensez même si c'est assez nouveau, mais de cette démarche en fait? Mais je trouve que c'est excellent parce que comme aujourd'hui la mort est un sujet tabou, moi je trouve que c'est une belle voie de passage pour amener les gens d'abord à en parler, déjà aborder le sujet, de ne pas craindre d'aborder le sujet et de bien s'y préparer, pour être prêt aussi pour ses proches aussi. Je trouve ça terriblement triste, on est dans une société où on vit comme si on n'allait pas mourir. Et quand ça arrive, les gens sont dans le désarroi le plus complet. Donc je trouve que c'est une excellente initiative au contraire. Très bien, merci Bruno. Un grand merci à nos auditeurs. On va rencontrer encore plein de belles personnes comme Bruno l'Allemand. Encore une fois, on vous met en lien tout ce qui concerne ce livre-là et d'autres livres qui sont importants. Je vous invite aussi à suivre sa chaîne YouTube qu'on va mettre en lien parce que vous avez un accès gratuit à des très belles conférences. Même moi, je m'en sers, ça me fait du bien. Donc voilà, n'hésitez pas. Merci à tous. Merci beaucoup.